Bienvenue à Ciné Histoire spécial Critérion. À chaque fois que je commence l'émission, je me dis qu'on devrait avoir un jingle ou au début une chanson d'introduction. Là, on devrait, je pourrais reprendre peut-être la même que Ciné Histoire ou en tout cas, je sais pas. Je vais penser à quelque chose où on pourrait avoir des titres pour des jingles pour nos chroniques. Mais bon, c'est une exclusivité sur le web, donc c'est peut-être moins nécessaire que nos autres émissions de ciné-histoire qui sont diffusées sur les ondes de CFAC. Mais oui, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on complète notre programme double des films de Paul Morrissey. Donc on complète déjà les films du réalisateur pour que lui... Je sais pas comment le dire. Qu'il y a dans la collection. Exactement. Donc, avec ce deuxième film qui est Blood for Dracula, qui fait suite à Flesh for Frankenstein. Donc, si vous n'avez pas écouté notre émission précédente sur Flesh for Frankenstein, on vous recommande de l'écouter parce que là, on va approfondir un peu moins, disons, l'équipe technique des gens parce que c'est essentiellement les mêmes acteurs, c'est les mêmes réalisateurs, évidemment. Donc, je vais te laisser y aller, justement. Certainement. Donc, je vais y aller un petit peu plus rapidement parce que c'est ça, c'est vraiment la même chose. Donc, réalisateur Paul Morrissey, qui est surtout connu pour son association avec Andy Warhol, dans le fond, puis on disait que son style de film provient probablement de cette relation-là qu'il entretenait avec Warhol. Paul Morrissey, ça a été un des premiers réalisateurs, dans le fond, à prendre des transgenres dans ses films, qui provenaient beaucoup des Warhol Superstars, qui était une espèce de clique d'acteurs, d'artistes que Warhol traînait partout avec lui. Donc, Flesh, lui, datait de 73. Blood for Dracula, lui, est de 1974. On dit encore que c'est un film des États-Unis ou Italie. Encore là, les frontières sont troubles. C'est un film d'horreur, mais aussi érotique, dans le fond, comme Flesh. Il est d'une durée de 103 minutes, format couleur 1,85:1. Les producteurs, ce sont les mêmes que pour Flesh, donc Andrew Brownsberg qui a été nominé à un BAFTA pour Being There, Andy Warhol, Jean-Yann qui était un acteur français et Carlo Ponti qui a fait La Strada, le Docteur Zhivago et Une journée particulière. Le scénario est de Paul Morrissey, la musique de Claudio Ghizzi, le directeur photo est toujours Luigi Cuvelier, le montage, encore une fois, Jed Johnson, qui a fait 4 films avec Warhol, Franca Silvi, qui a fait The Last Man on Earth, qui est le premier I Am Legend, La Traviata, Le Comte de Monte Cristo, The English Patient, The Talented Mr. Ripley. Les décors, encore une fois, signé Enrico Job, effets spéciaux Carlo Rambaldi, qui est celui qui a fait E.T., King Kong et tout ça. Budget, on l'a pas. Box-office, même affaire que l'autre. Donc, 345 23 314 lire italiennes. Donc, on se doute que c'était probablement une présentation là, de programme double. Concernant la distribution, sans grande surprise, ce sont les mêmes acteurs dans ce film-là. Donc, il y en a des nouveaux quand même. Oui, je vais les nommer de toute façon, mais Joe D'Alessandro, qui joue le garçon d'écurie, qui faisait partie des Warhol Superstars, qui était... dans le fond, une grande figure là, du mouvement LGBT à New York dans les années 60-70. Il est considéré en fait comme le plus connu des sex symboles du 20e siècle, un symbole de la communauté. Il a rencontré Warhol et Morrissey en 67, puis il a joué rapidement dans le film Four Stars. Il a joué dans Flesh de Andy Warhol en 68, dans Trash de Warhol en 70, qui était connu comme le meilleur film de l'année. Puis ça a fait en sorte que Joe D'Alessandro a eu une bonne carrière là, aux États-Unis après. En 2009, il a reçu le Teddy Award pour les artistes qui contribuent à l'acceptation de la communauté LGBT. Puis, si vous connaissez l'album Sticky Fingers des Rolling Stones, c'est bien lui que l'on voit dans cette paire de jeans. Donc, voilà. Udo Kier, qu'on retrouve encore une fois. Donc, la première fois, il était dans le rôle de Frankenstein. Et cette fois-ci, vous l'avez deviné, dans le rôle de Dracula. Udo Kier, dans le fond, qui était surtout connu pour son travail avec des réalisateurs de cult cinéma. On parle de Gus Van Sant, entre autres. Puis dans le fond, après avoir joué dans Blood for Dracula, il a comme été typecast dans des rôles de ce genre-là, dans des rôles de vampires. On parle de Blade en 98, Modern Vampires en 98, Shadow of the Vampire en 2000, Dracula 3000 en 2005 et Blood Rain en 2005 aussi. Fait que c'est quand même 6 films là, de vampires dans ta carrière. Au moins. Comme Christopher Lee aussi, qui en a fait beaucoup.
Je me souviens, j'avais acheté un coffret à mon père là, de ses films où il jouait Dracula justement, là, mais je sais pas, faudrait compter combien il en a fait. Je sais pas non plus s'il y en a qui sont dans la collection Criterion, mais c'est un peu lui puis Martin Landau aussi là, qui ont été typecast comme des vampires, des monstres. Donc voilà. Ben, c'est ça, exactement. Donc, il y a comme eu ça qui lui a collé à la peau après, là. On pourrait parler aussi de Liam Neeson, qui est comme Taken, condamné dans ce genre de film-là. Mais bon, on retrouve encore une fois Arno Jürgen, qui joue son assistant. Donc, il jouait son assistant dans les 2 films. Dans le fond, il n'a pas eu beaucoup de carrière. Il a joué dans les 2 films de Warhol avec Morrissey, puis c'est pas mal ça. Vittorio De Sica, qui joue le père des 4 filles, parce que dans le fond, Dracula s'en va dans un château pour marier une vierge. Là, c'est un peu ça. Donc, ils ont 4 filles. Donc, le père de ces filles-là a 4 films dans Criterion comme réalisateur. C'est un des grands réalisateurs italiens là, des années 40, 50. Ben c'est ça, 60, je pense que si je vous nomme son film, là, vous allez savoir exactement c'est quoi. Là. C'est lui qui a fait Le voleur de bicyclette. Donc, on connaît tous ça. Là. C'est quand même un titre qui résonne assez fort. Là. Donc, c'est lui qui a fait ça. Puis, il y a aussi 4 Oscars pour meilleur film étranger. Donc, je me doute que ce sont les 4 films de Criterion, probablement. Mais j'ai pas poussé ma recherche plus loin. Il y avait Maxime McKendry qui jouait la mère. Donc, elle, dans le fond, est plus connue là, pour une colonne qu'elle avait dans Vogue qui était sur la nourriture. Puis elle a fait un livre de cuisine et tout ça. Donc c'est une grande foodie. Puis elle travaillait aussi comme vendeuse de vêtements, là, une espèce de vendeuse à pression là, qui essayait justement de faire acheter des articles aux gens. Dans les filles, il y a Milena Vukotic qui joue Esmeralda, qui était la plus vieille des 4, qui, elle, a joué dans Juliet of the Spirits, qu'on va pouvoir écouter dans Criterion, justement. Ouais. Dominique Darel, qui jouait Saphiria, qui est la première que Dracula va rencontrer. Stefania Casini, qui joue Rubinia, la deuxième. Elle a joué dans le film Bad de Andy Warhol et dans l'original Suspiria dans les années 70. Il y avait aussi Sylvia Dionisio qui joue Perla et qui est la plus jeune. Puis là, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est tous des noms de pierres, hein. Perle, Ruby, oui, Saphir et Esmeralda. Donc qui est quelle pierre? émeraude, oui, voilà, c'est ça. voilà. Non, ça m'a pris un petit peu plus de temps, là, mais c'est ça. Donc, 4 pierres. On se croirait dans Teenage Mutant Ninja Turtle. Et il y a un petit caméo par Polanski dans le film, dans un espèce de bar. Là, ils font des jeux. Faut qu'un imite l'autre, puis là, ils gagnent tout le temps. Là, on l'a mentionné, l'idée originale de Blood et de Flesh provenait de Roman Polanski, probablement dans le Factory de Andy Warhol. Mais donc, c'est pas anodin. Bon, il y en a qui disent que c'est qu'il a pu faire le caméo parce qu'il tournait en même temps le film What, qui a été tourné en Italie, mais finalement, les dates concordent pas nécessairement. Donc, peut-être qu'il est juste venu comme ça sur une journée au tournage. Puis, c'est ça, ils ont décidé. D'ailleurs, dans cette scène-là, je lisais un article, là, ça disait, d'après moi, c'était comme, c'était la journée où, comme, vous voulez jouer dans un film, ben allez-y, parce qu'il y a aussi la mère, je pense, de Paul Morrissey qui joue quelqu'un dans cette scène-là. Il y a Roman Polanski, puis il y avait aussi un de ses amis à Polanski qui était dans la scène, donc c'est ça, c'était une... Je sais pas, c'est une scène avec, c'est ça, ben du monde, ils ont trouvé du monde, ils ramassaient du monde sur le bord de la rue, je sais pas trop qui, là. Ils ont parlé à du monde, puis ils ont fait, si vous voulez être dans le film, ben venez. Puis en plus, il y avait pas tant de monde que ça dans cette scène-là, il y en avait comme 7 là, au total. À peu près, ouais. C'était... Enfin, mais bon, 7 chanceux, disons. L'édition Criterion, pas différente de l'autre, parce que probablement qu'ils viennent peut-être ensemble, là, mais c'est les mêmes, là, dans le fond. Commentaires audio par Paul Morrissey, Udo Kier et Maurice Yacoar, qui est un historien du cinéma. Galerie photo de la production, dans le fond, avec de la musique de Claudio Ghizzi. Nouvelle couverture par Gordon Reynolds, puis le film est out of print. Puis on rappelle encore une fois que si Criterion l'a sorti, c'est surtout parce qu'il a été grandement censuré à sa sortie. Donc Criterion s'assure toujours que leur film soit présenté comme selon la bonne volonté de leur réalisateur. Et puis c'est ça permettait de montrer un film unrated, disons, là, non censuré. Ben voilà. Puis voilà. Ça parle Blood for Dracula, évidemment, ça parle du conte Dracula. Hein, on vous fera pas. Ça vous surprendra pas. L'histoire se passe dans les années 20.
Donc, on retrouve le comte Dracula qui est très malade. Parce que ça, c'est peut-être le twist, parce que je crois pas que c'est dans le récit original, mais il doit boire du sang de vierge seulement pour survivre. Et puis, son assistant, Anton, lui suggère de quitter la Transylvanie pour l'Italie en croyant pouvoir trouver plus de vierges en raison de la religion catholique puis du conservatisme qui y règne. Parce que sa famille a en effet été décimée, la famille de Dracula a été décimée par manque de vierges en Roumanie, puis en raison de la mauvaise réputation de sa famille, donc il était plus capable d'attirer des vierges dans son château, donc il décide de déménager en Italie pour s'en trouver d'autres. Arrivé en Italie, on vend de la famille riche Fiore, qui a 4 filles, en théorie vierges, donc il sent son déclin imminent. Le père, en fait, celui qui est... Comment il s'appelle, non? Vittorio De Sica. Ouais, mais il n'y a pas non, son... je pense que c'est vraiment juste le père. Ok, Vittorio De Sica. Donc, il sent qu'il est sur le déclin un peu. Il fait partie d'une riche famille de propriétaires terriens, mais qui... c'est juste avant aussi l'arrivée de Mussolini au pouvoir. Il sent justement que sa famille perd un peu de son lustre, puis il décide de marier l'une de ses filles au comte qui semble très riche. C'est Il Marchese de Fiore, fait que c'est le marquis de Fiore, puis sa femme, la Marchesa, donc la marquise, fait que c'est pas... on n'est pas trop loin, disons. Mais non. Sinon, c'est ça, deux des filles italiennes, donc Safiria et Rubinia, ont de fréquents rapports sexuels avec Mario, qui est leur homme à tout faire, puis qui est aussi un fier marxiste qui croit que la révolution socialiste va toucher le pays sous peu. Ça, c'est Joe, évidemment, Joe D'Alessandro. C'est Joe D'Alessandro, puis c'est ça, on sent qu'il a été vraiment casté pour ça, parce que dans les deux films, il sert un petit peu juste à avoir du sexe avec les personnages. Ouais, là. Définitivement. Enfin. Là-dedans, il y en a peut-être même un peu plus que dans l'autre, mais bon. Esmeralda et Perla sont quant à elles encore vierges. Donc, en obtenant l'assurance du père que ses filles sont vierges, il va boire le sang de la première, qui est Safiria, je crois bien. Mais il va tomber encore plus malade à cause qu'elle n'était pas vierge, là, dans une scène sanglante où il vomit du sang un peu partout, dans le bain, à terre, sa face change de couleur, tout le kit. Donc, il va répéter la même expérience avec Rubinia, puis ça va se solder par le même résultat. Il va retomber malade, puis tout, puis là, il a perdu complètement foi, et je pense qu'il s'attend plus à ce que les autres filles soient vierges non plus, puis en tout cas, on le suit alors qu'il essaie de survivre, justement en trouvant cette fameuse vierge-là, qui pourrait le maintenir en vie. Le sauver, mais ce qu'on mentionne pas aussi, c'est qu'au début, il y a quand même il gagne du temps là, parce que son assistant dans le pub, justement, où il y a Polanski, il y a un accident à l'extérieur, puis il y a une petite fille qui s'est fait frapper ou je sais pas quoi par une auto, puis il y a une grosse miche de pain, puis il va aller tremper le pain dans... On le voit pas, là, mais c'est ça qu'il fait, là. Il va tremper la miche de pain dans le sang de cette fille-là, qui assure à Dracula qu'elle avait comme 14 ans tout au plus, puis donc qu'elle était probablement vierge, puis là, Dracula va... c'est assez dégueu, là, comme scène, mais il va juste manger le pain en aspirant le sang qu'il y a dans la mie, puis ça il coule partout sur le menton. C'est ça, fait qu'il a réussi à gagner un petit peu de temps là, avant de croquer les vierges qui ne sont pas vierges, finalement. Ben oui. Globalement, pour ma part, je l'ai plus aimé que Flesh for Frankenstein. Je l'ai trouvé, c'est ça, il se prend un peu plus au sérieux malgré qu'il y ait quand même un peu de ridicule dedans. Mais j'ai trouvé que l'histoire était plus intéressante et qu'il y avait un peu plus de mystère, même si on la voit quand même assez bien se dérouler. Je trouvais aussi que c'est un film moins flashy, moins extravagant que l'autre. On voit pas d'organes qui explosent puis n'importe quoi là. Il y a beaucoup de sang, oui, mais non, je trouvais que c'était quand même c'était très bien. C'est évidemment Udo Kier, je l'ai trouvé meilleur dans celui-là que dans l'autre. Il y a un rôle justement un peu plus posé. On le mentionnera, je peux le mentionner tout de suite, mais c'est ça, il a perdu 20 livres en une semaine pour jouer ce rôle-là entre les deux films. Donc au premier jour de tournage, il était si faible qu'il peinait même à demeurer debout. Je sais pas si c'est ça qui explique la chaise roulante. Une chaise roulante qui prend tout le long là. Ouais. Peut-être effectivement. Mais c'est ça, il y a beaucoup plus de sexe dans celui-là que dans l'autre. Du sexe un peu plus gratuit, disons. Non motivé. Il y en a du motivé aussi, mais il
il se présente plus sous la forme d'un viol, de plusieurs viols, ce qui est un peu bizarre, mais bon, il y a aussi ce message inhérent là du marxisme puis du désir de la révolution. On se doute que c'est des gens de gauche évidemment qui font ce film-là, Andy Warhol, Roman Polanski et tout. Il y a même une fameuse phrase où le comte Dracula, en fait, il arrive au château des Fioré, puis il aperçoit comment il s'appelle, Marc, en tout cas Joe D'Alessandro, puis Marco, ouais. Marco, puis Mario, pardon. Puis il lui dit, en tout cas, il lui donne un ordre comme si c'était un esclave, puis là, il dit hey, moi je suis un employé, je suis pas un esclave, puis là il dit je croyais que les travailleurs puis les esclaves c'était la même chose. Donc c'est ça, c'est un bon message aussi encore une fois dans le marxisme là, de cette espèce d'émancipation du travailleur puis de reconnaissance des droits, mais bon, vu de l'aristocratie, ces droits-là sont pas souvent respectés. Il y a moins de scènes marquantes, j'ai trouvé, que dans Flesh for Frankenstein, qui était plus sensationnaliste. Celui-là, il est plus sobre, plus typique film d'horreur, même s'il y a quand même beaucoup de sexe. Il y a quand même une scène qui m'a étonné, avec aujourd'hui on est quand même habitué de voir ça, là, une espèce de scène filmée d'une GoPro, là, si je peux dire, là. Une espèce de, disons, t'as l'acteur qui a un trépied, ou en tout cas qui est comme quelque chose, là, puis qui a une caméra au bout de ça, puis là tu le vois marcher, puis en tout cas ça donne une vision un peu quasiment un fisheye, ouais, quasement. C'est point of view, c'est pas point of view en fait, parce que c'est comme un point de vue du visage, mais bon, on voit quand même ça assez souvent aujourd'hui, mais à l'époque, pour les années 70, j'imagine que les caméras étaient beaucoup plus grosses qu'elles le sont aujourd'hui, donc ça devait être quand même assez compliqué, mais j'ai trouvé ça quand même assez novateur, mais encore une fois, je sais pas si c'est le premier film qui a utilisé ça, probablement pas, parce que sinon on en aurait entendu parler, mais c'est ça, je l'ai globalement plus aimé. Il y a plus, on dirait qu'il y a comme plus de matière à analyse là. Bon, il y a la vision de l'Italie puritaine, catholique, puis que tout le monde est vierge, justement toutes les filles sont vierges, puis là t'as cette espèce de libération là de comme ben non, ils sont pas vierges, ils couchent à gauche puis à droite pareil, puis malgré qu'ils soient catholiques et tout, donc il y a quand même des certains messages, mais tu sais, ça reste avant tout du divertissement, notamment la scène finale là, qui est comme assez typique des films de vampires, disons, sans en dire plus. Je sais pas, toi aussi, qu'est-ce que t'en as pensé? Je vais ajouter certaines choses, parce que t'as quand même nommé beaucoup déjà, mais moi aussi je l'ai plus apprécié que l'autre, justement parce que il se prend un petit peu plus au sérieux, là. L'autre, on était plus dans le ridicule. Ici, ça se tient un petit peu plus, puis j'ai trouvé aussi qu'il y avait moins de malaise là, dans les jeux, puis on est plus dans un film normal, disons, là, si je peux l'appeler comme ça. Il y a quand même des belles scènes là, qui passent peut-être un petit peu moins bien aujourd'hui, justement, une espèce de viol dans l'écurie là, avec Mario, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mario, puis peut-être Joe D'Alessandro aussi, je le sais pas, on le saura pas, mais j'ai l'impression que c'est un beau gars qu'on prend pour jouer ce rôle-là aussi, puis dans ce film-là, en particulier, ben c'est ça, il essaie de coucher avec les 4 filles, finalement, sauf la plus vieille, parce qu'elle est pas très jolie. Puis dans le fond, c'est que lui, il veut sauver la 3e sœur, ben la plus jeune, dans le fond, qui a comme 14 ans dans le film, là, en la déviergeant, dans le fond, parce que ce qu'on comprend, c'est que si elle est vierge, elle va se transformer en vampire, puis c'est pour ça que les 2 autres ont pas été transformés, parce qu'ils ont des marques dans le cou, mais ils se transforment pas, finalement. Donc, il essaye de... Ben, il essaye. Il la dévierge carrément, là, sur un mur de briques du château, debout, qui plus est, puis... ce qui laisse place à une scène assez étrange après, où Dracula arrive, puis il va sucer le sang qui est à terre du déviergeage. Il y en a tellement, là, c'est ridicule, je veux dire, ça a pas fait... Ça fait pas ça, là. C'est ça. Il y a vraiment une mort, là, puis il s'en va licher ça. C'était un beau moment. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi... à un moment donné, il dit as far as I'm concerned, you're a virgin. Tu sais, comme si c'était le seul gars qu'il y avait autour, mais c'est un peu ça aussi, là. Mais c'est ça, il y a des petits bouts qui passent un petit peu moins bien, j'ai l'impression, aujourd'hui. Mais somme toute, c'est un film qui est le fun aussi, c'est drôle.
Ouais. Justement, quand Dracula est malade la première fois, c'est qu'on voit tout son corps devenir rouge parce qu'on sent que le sang passe dans ses veines, puis là, il devient revigorifié, puis revigoré. Oui, c'est ça, pardon. Puis il devient vert, puis là, il est malade. Ça. Après, il se tourne au vert tout de suite, puis là, il vomit sa vie complètement dans le bain. Puis c'est ça, puis c'est drôle. Puis il y a aussi, tu sais, la position de la mère là-dedans qui réagit pas vraiment en apprenant que ses filles sont pas vierges, qui réagit pas vraiment quand Mario essaie de dévierger l'autre, qui est jamais vraiment étonné qu'il y ait un vampire dans son château. Tu sais, c'est les réactions des parents étaient quand même un peu particulières, mais c'est ça, somme toute, c'est un film que j'ai bien apprécié, là, un petit peu plus que l'autre. M'a moins fait rire, mais était plus un plus vrai complet, film. Ouais. Fait que dans le fond, tu sais, je pense que ça s'équivaut là, à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Ouais. Tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire vraiment de plus sur ce film-là que sur Flesh for Frankenstein, parce que les deux ont été tournés pas mal back-à-back. J'ai quand même certaines informations, notamment le rôle de Dracula qui a failli être donné à Sergeant Zelenovic, qui est justement le méchant, disons, le zombie dans Flesh for Frankenstein, qui finalement jouera plus jamais, fera plus jamais de film. Il y a aussi Johnny Hallyday, le chanteur français, qui a été considéré pour le rôle titre. Mais c'est allé finalement à Udo Kier. Comme j'ai mentionné aussi dans le dernier épisode, le tournage s'est passé tout de suite après celui de Flesh for Frankenstein. Donc Morrissey a demandé à Kier, D'Alessandro et Jürgen de couper leurs cheveux justement pour différencier bien les deux rôles qu'ils ont joué, mais aussi c'est ça, pour bien cadrer dans leur rôle. Le nom de Warhol a encore été ajouté à celui-là parce que il dit que le scénario du film vient d'une discussion au Factory, puis c'est ça, tout le monde qui sont là-bas contribue aux idées, c'est ça. Puis après avoir mis, ça je l'avais mentionné aussi dans l'autre, mais après avoir mis les noms des Italiens dans la production, Margheriti et Ponti ont été poursuivis en justice pour fraude envers l'État. Puis j'ai toujours pas le règlement de la clause finale, mais bon, c'est ça, c'est à peu près tout, parce que l'idée aussi venait de Polanski encore une fois, mais probablement au Factory. Donc c'est beaucoup c'est beaucoup relié les deux. Même chose au niveau des références en culture populaire, il n'y a pas grand chose. C'est une adaptation évidemment du roman de Bram Stoker qui est Dracula, mais Polanski dans son film Bitter Moon fait référence aussi au film. Donc tout est dans tout, hein, il faut croire. Voilà. Mais c'est ça, il n'y a pas grand chose de plus, puis tu sais, c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression de pas y faire honneur, mais il y a vraiment peu d'informations sur le film qui, au final, je crois, a pas marqué tant que ça les esprits, du moins aujourd'hui. À l'époque, il devait l'avoir marqué un petit peu plus. Mais c'est ça, somme toute, je l'ai quand même plus apprécié, puis moi, je vais y donner un respectable 3 étoiles, ce qui est pas tant que ça, mais bon, on se rappelle que je suis pas le public cible, on se rappelle que c'est ça, là, je tripe pas tant sur ce genre de film-là, donc un 3 étoiles, je trouve ça respectable, toute proportion gardée. Je sais pas pour toi. Oui, en fait, je suis carrément de ton avis là-dessus, là. C'est ça, dans le fond, l'autre, je lui avais donné un 3 après maintes hésitations, mais cette fois-ci, ça va être un très affirmé 3 sur 5. C'était bien. On a eu du fun, c'était le but. C'est pas quelque chose qui est voulu comme un gros drame sentimental. On est dans le Tarantino à côté, là, dans le gore, dans le... Tu sais, c'est... Tarantino. Non, mais tu sais, dans le... C'est quelque chose qui est plus gros que nature, puis je l'ai bien apprécié pour ça. Donc, ça va être aussi pour moi un 3. Mais je pense qu'il y a vraiment une plus-value à les écouter back-à-back, là, parce que c'est... Si tu retrouves à peu près les mêmes acteurs, c'est à peu près la même construction du film, puis... c'est bien que ce soit graduel, que le premier soit moins bon que le deuxième soit meilleur, parce que si le premier avait été très bon puis le deuxième moins bon, ben ça aurait été un peu plus long, mais là tu sais ça va en s'améliorant. Donc moi je recommanderais à ceux qui veulent je le recommande pas à tout le monde, ça c'est sûr. Je le recommande peut-être aux amateurs de films d'horreur, ou ceux qui font comme nous puis qui veulent écouter tous les Critérions, mais sinon c'est ça, je le recommanderais pas à grand monde nécessairement, mais je recommanderais à ceux qui veulent l'écouter
de vraiment l'écouter en programme double parce que ça fait une différence vraiment. Là. Je suis dans l'appréciation, puis ça fait une belle soirée. Tu sais. Ensemble, ça fait 3 heures, 3 heures et quart. Donc, c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs. C'est pas insupportable. Donc, non, c'est ça. C'est quand même une belle découverte, mais c'est ça. Je suis pas le bon public cible. Je sais pas non plus. Je crois pas que c'est un genre qui est très représenté dans la collection Criterion. Donc, ça fait différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Du moins, mettons, avec John Woo, là, qui pourrait ressembler à ça, mais c'est plus sérieux, je crois, là, John Woo, que ça. Mais ça fait partie, justement, de ce shift que Hollywood a connu dans les années 70. Oui, avec les films d'horreur, mais aussi avec les westerns, là, les western spaghetti. Donc, vraiment, il y a eu un tournant vers l'Italie dans les années 70, qui a été représenté aussi d'ailleurs dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Mais c'est ça fait partie de l'histoire du cinéma, puis je trouve ça bien d'avoir découvert ça, d'avoir redécouvert, disons, un jeune Udo Kier que j'ai vu, moi, mais dans des films plus récents, Mélancolia de Lars von Trier. Donc voilà, mais c'est ce qui conclut, je crois, à moins que tu veuilles rajouter. Ah ben oui. Effectivement, pour ceux et celles qui savaient ça... Pour vous, ceux qui suivent notre top là, qu'on fait, notre palmarès, disons, des films qui ont des supports. Oui, c'est ça, qui nous montrent des cintres. Ouais. Ça sort un peu de nulle part. Ben oui, totalement. Mais pourtant, on retrouve toujours cette tangente. Et voilà, dans Blood for Dracula, il y avait bel et bien un cintre. Donc, on est encore, je pense, à une bonne moyenne de 1/3. 1/3 environ, là, des films regardés qui mettent en évidence. En fait, c'est parce que c'est ça l'affaire. Là. C'est pas juste qu'on les voit, c'est qu'ils ont toujours un rôle quand même important dans les scènes. Là. Donc, pas toujours. Mais souvent, il y a comme une insistance là, sur ces supports-là. Donc, c'est ça. Puis ce que je voulais ajouter aussi, c'est, tu disais, ça faisait peut-être un peu penser à du John Woo, mais j'ai l'impression, là je me rappelle pas de son nom parce qu'on les a pas regardés encore, mais dans la prochaine dizaine qui nous attend, on a 3 programmes doubles, mais on en a un justement qui sont encore des films japonais, je crois, puis je pense que c'est Seijun Suzuki. Ça a l'air d'être dans cette vague-là aussi, là. On a regardé les bandes annonces hier, puis il y a une petite scène en particulier où il y a quelqu'un qui tire une arme à feu dans le fond dans un tuyau de plomberie, puis ça tue la personne qui se lave la face dans le lavabo, là. Je sens que je vais avoir beaucoup de plaisir. Ben, je te le souhaite, parce que c'est ça le but aussi. Puis d'ailleurs, là, on enregistre ça le 24 mai, mais je crois d'ailleurs que c'est l'anniversaire du réalisateur qui a fait ça, Suzuki. Je crois qu'il est peut-être mort, là, en fait, mais Seijun Suzuki. Je vais aller voir ça. Mais bon, je sais pas si tu veux qu'on le confirme ou non, là, mais... c'est pourquoi pas. Écoutez, 24 mai 1923. Il est décédé il y a 2 ans. Ouais, à 93, quand même, c'était vénérable. Comme tout bon japonais, là, ils vivent longtemps. Puis il y a aussi la belle moustache, puis le beau pinch des japonais, des samouraïs. Donc voilà, c'est ce qui conclut notre programme double. Donc prochaine émission, on s'attaque à un film important de la nouvelle vague australienne. On en avait déjà un peu parlé avec Walkabout, mais là on s'attaque au cinéma de Peter Weir avec Picnic at Hanging Rock. Exactement, un film mystérieux. Une bande d'écolières qui vont faire un pique-nique, puis il y a une disparition, je pense, là-dedans, puis ça devient un peu un film de recherche, là. Puis en espèce de robe d'écolière de Madeleine, là. Ça a l'air de se passer au début du 20e siècle, quelque chose comme ça. Mais bon, pour le savoir, il faudra que vous soyez des nôtres lors de notre prochaine émission qui portera sur Picnic at Hanging Rock. Donc merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine fois. Allez profiter du soleil. Ben oui.